Genesio avec la tête de Brendan Chardonnay en deux temps. Ouest France et It West présentent toute l'actu du Stade brestois. Avec David Guézenec, Alexis Xaja et Laurent Frétinier. Un podcast animé par Tom Rossi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 5e épisode de 100% ISEF avant le match le plus prestigieux de l'histoire du Stade brestois à Barcelone. Pour l'occasion, on va recevoir l'un des joueurs les plus capés du club, Steve Elana, pirate de 2005 à 2012. Et il y en a un qui l'a bien connu, notamment dans cette longue période Ligue 2, lorsqu'il fallait se coltiner des déplacements à Sedan ou Châteauroux. Salut David Guézenec. Bonjour Tom, oui j'ai bien connu Steve, un café de la Ligue 1 aussi au Stade brestois, beaucoup, donc, qui est parti à Lille ensuite, excellent gardien de but sous les couleurs de Brest. On a hâte de l'entendre. Bon maintenant David, toi c'est plus Sedan ou Châteauroux, c'est différent, tu es à Barcelone avec ton acolyte qui maîtrise aussi bien l'espagnol que le Eric Roy, j'en suis sûr. Hola Laurent Frétinier. Hola Tom, ¿cómo está? Muy bien. Et puis lui est revenu bredouille de Monaco, on le soupçonne d'avoir laissé toute sa paye d'Ouest France dans les casinos. Salut Prince Alexis Xaja. Salut Tom, salut tout le monde. Non, pas eu le temps d'aller au casino malheureusement, mais ouais, une belle valise pour partir. Allez, messieurs, au menu, la défaite des Tisef sur le Rocher, la 3e de suite, avec encore une première période ratée. Et puis comme cela ne suffisait pas, Pierre Lesmelou s'est blessé, Eric Roy a été expulsé. Quels seront ses choix à Barcelone après la faillite des cadres à Monaco ? Est-ce l'heure de Doumbia, la fin d'Amavi dans le 11 ? On se demandera avec Steve Elana que vaut Marco Bizot, le gardien néerlandais qui aura du travail en Catalogne. Allez, 100% Tisef, épisode 5, à déguster avec de bonnes tapas. Bon appétit, c'est parti. ISEF, toute l'actu du Stade brestois. Le Stade brestois attaché aux traditions. Avant la Ligue des Champions, c'est défaite à l'extérieur comme à la maison. Cette fois à Monaco, 3-2, 3e défaite de suite en Ligue 1, la 7e de la saison. La zone rouge se rapproche. Alexis, toi qui étais sur le Rocher, est-ce qu'il y a de quoi être inquiet ? Ouais, un petit peu, parce que perdre contre Monaco, c'est pas forcément un problème. Monaco, c'est aussi un membre du top 4 en Ligue des Champions, mais surtout le 2e de Ligue 1. Mais surtout dans la manière qui est un peu inquiétante, parce que il y a ce scénario qui se répète, d'une première mi-temps complètement ratée, où en fait le match se joue, les Brestois démarrent à mener de 2 buts après 20 minutes, et il y a ce sursaut en deuxième mi-temps, mais qui arrive trop tard, et c'est un peu l'habitude que sont en train de prendre les Brestois ces derniers temps. Donc un petit peu inquiétant de pas réussir à démarrer ces matchs en Ligue 1, et du coup là c'est la 3e défaite. Donc Brest commence à regarder vers le bas. C'est ce que dit d'ailleurs Eric Roy, qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Ils sont conscients qu'il va falloir batailler cette saison peut-être pour le maintien, et il dit également que la participation à la Coupe d'Europe puise lourdement dans les jambes et les têtes. Est-ce que c'est ce que tu as senti toi David devant ta télé ? Disons que oui, ce qui est surtout inquiétant, c'est encore cette entame ratée, parce que derrière la première demi-heure, ils font une bonne prestation, mais cette entame ratée à chaque fois, ça devient inquiétant, Oui, c'est ça. Montpellier également, avec cette nouvelle fois, vous le dites, cette première période complètement ratée, ou du moins cette demi-heure dont tu parles, David. Comment l'expliquer ? Eh bien, c'est la question que tu as posée à Brendan Chardonnay, Alexis. C'est compliqué à expliquer. On veut faire des grosses entames parce que ça nous met dans le match. Quand on a fait des grosses entames, c'est quand on a fait des gros matchs. Donc c'est compliqué. Alors après, on donne les 2 buts. Les 2 buts sont largement évitables. Donc non, c'est difficile à expliquer. Bon, nous, on va quand même essayer de trouver une explication. Laurent, il y a un joueur qui illustre parfaitement ce naufrage, selon toi, et je sais que c'est aussi selon David et Alexis. C'est un certain Jordan Anavi qui a complètement sombré. C'est sûr que ça fait plusieurs matchs où il est absolument pas au niveau. On se demande s'il est même au niveau de la Ligue 1. Il symbolise tout ça. Il a rien en défense, il apporte rien en attaque. C'est un peu tiré sur l'ambulance, mais franchement, c'est sûr que ça fait du mal. Et dès qu'il y a un vrai problème à ce poste, parce que dès que Aïdara n'est pas là, il est titulaire, mais en plus, il n'y a pas d'option de secours. Donc, franchement, oui, c'est un vrai problème, ce poste de latéral gauche. Je rebondis sur ce que dit Laurent. Alors moi, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et rendre à Jordan Anavi ce qui appartient à Jordan Anavi. S'il n'était pas au Stade brestois, on ne serait peut-être pas en Ligue des Champions, puisque le coup franc qu'il met à Toulouse l'an passé les qualifie, et donc leur offre l'opportunité d'y aller. Ce n'est pas rien. Mais cette saison, cette saison, il n'y est pas. C'est, comme dit Laurent, on se demande aujourd'hui s'il est au niveau de la Ligue 1. Alexis, qu'est-ce que tu as vu, toi, sur le Rocher ?
le premier but, Jordan Amavi, il est coupable parce qu'il fait pas son repli défensif, c'est une transition, mais il est pas le seul. Donc c'est ça qui est aussi problématique, c'est que derrière, tout le monde est un peu spectateur. On a l'impression dans les débuts de match ces derniers temps. Pourtant, ils avaient très bien démarré, même ceux qui ont les premières situations offensives, mais ça dure 3 minutes où ils campent dans le camp, dans la moitié de terrain de Monaco, et derrière, voilà, il y a cette sortie, ce duel raté par Chardonnay au milieu de terrain qui laisse de l'espace derrière, et c'est le déclic, c'est la bascule. À partir de là, ils ont mis beaucoup de temps à s'en remettre. Donc les joueurs avaient beaucoup de mal à l'expliquer en zone mixte. On a entendu Brendan Chardonnay, mais Hugo Magnetti aussi. Voilà, tous sont conscients qu'il y a un manque en première période dans les entames de match, et personne n'arrivait vraiment à l'expliquer. Et on sentait en zone mixte que ça les agaçait aussi, et Eric Roy était assez énervé, mais aussi je pense que c'était lié à l'incompréhension, parce qu'on ne trouve pas vraiment de raison objective pour expliquer ces entames manquées. C'est d'autant plus inexplicable que autant on peut parler de fatigue physique ou mentale avant la trêve, mais après la trêve, il y a que 3 internationaux au Stade Brestois, et on peut perdre à Monaco, mais on n'a pas le droit de répéter ces entames de match. Alors à Montpellier, il peut y avoir cette usure, mais là, avec la fraîcheur d'après trêve, c'est assez inexcusable finalement, et incompréhensible surtout. David, toi, tu arrives à trouver une explication? Est-ce que, encore une fois, une contre-performance avant la Ligue des Champions, on en parle toutes les semaines, est-ce que c'est dans la tête des joueurs? Eux disent que non, hein. Oui, moi je pense pas que ce soit ça, mais en effet, se pose la question, ça se répète, c'est quand même assez incroyable. Et c'est surtout frustrant, parce qu'on les voit qu'ils sont capables d'être au niveau derrière. Si tous ces matchs-là, ils sont au niveau derrière, ils ratent la première demi-heure, et derrière ils y sont. Ils perdent des points qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Bon, malgré tout, c'est pas une défaite comme à Montpellier, une défaite à Monaco, c'est pas infamant non plus, Alexis, même si, bien sûr, cette première période, elle est à oublier. Bon, perdre sur le Rocher, il y a pire. Ah ouais, c'est sûr qu'il y avait du talent aussi de l'autre côté. Akli Youch, Ben Seguir, ça allait très 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 vite. Et c'est aussi pour ça, je pense que les Brestons ont perdu un peu le fil en première période, parce que l'objectif était de les contenir assez haut, les empêcher de partir en transition. C'est ce qu'expliquait Eric Roy en conf après. Et donc à partir du moment où ils ont été piégés une première fois après seulement 4 minutes de jeu, on imagine que dans les têtes c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, l'action suivante, il a failli y avoir un deuxième but encore à Kliouche qui a frappé sur le poteau. Donc ça aurait pu être l'entame aurait pu être encore plus catastrophique avec 2 buts en 5 minutes. Mais oui, forcément, avec le talent en face, ça aide pas non plus à prendre confiance dès qu'on prend un but dès le début. Donc c'est pour ça que l'entame était essentielle. Oui, cette première période, elle a aussi été marquée par la blessure de Pierre Lesmelou. Il commençait à enchaîner les matchs et va être encore indisponible de longues semaines, docteur Frétinier. Oui, c'est ce qu'on a appris hier. Enfin, c'est nos confrères de l'équipe qui ont sorti l'info en disant qu'il ne rejouerait pas avant 2025. Alors 2025, c'est long, hein. On espère que ce soit que janvier 2025. Toujours est-il que là, c'est pour ce bloc de match impressionnant du mois de décembre, ce sera sans lui, et ça pose un réel problème, parce que évidemment Edimilson Fernandez fait le boulot, mais sans doublure. Et puis c'est quand même pas le niveau de Pierre Lesmelou qui impacte sur le jeu, autant en récupération, en sentinelle, que dans les projections vers l'avant. Donc alors pour ce match de Barcelone, c'est pas là le plus grave, hein, parce que je pense que désormais le plus important, c'est de regarder un peu dans le rétro de la Ligue 1. Et pour moi, le match le plus important de la semaine, c'est samedi contre Strasbourg. Est-ce qu'il n'y a pas des motifs d'inquiétude concernant Pierre Lesmelou je ne sais pas si on peut parler de rechute, une longue période de blessure, et là ça va être encore de longues semaines. David, est-ce que le joueur t'inquiète dans sa forme physique? Dans sa forme physique, non, parce qu'il s'est préparé comme pas possible sans ballon, hein, parce qu'il pouvait pas frapper pendant longtemps. Donc physiquement, il est revenu extrêmement vite. Donc physiquement, il était très bien. Pas inquiet sur son physique, mais inquiet parce qu'en effet, il est touché au même endroit qu'il a eu sa fracture au péroné, et que c'est un joueur tellement impactant pour le Stade Brestois que le Stade Brestois avec Lesmelou, le Stade Brestois sans Lesmelou, ce n'est pas le même Stade Brestois. Ce qui est un peu inquiétant, c'est on connaît pas encore la nature exacte de la blessure, mais on sentait déjà qu'il y avait une forme pendant longtemps, il tirait pas l'entraînement avec cette jambe-là parce qu'il était gêné, et on sentait qu'il y avait une prudence. Et donc s'il est retouché à ce niveau-là, c'est ça peut-être qui peut être inquiétant, quoi. C'est que ça va pas forcément le rassurer au niveau de cette jambe-là. Et autre absence à venir, celle d'Éric Roy, expulsé. Tu savais que le jet de casquette était sanctionnable, toi, Laurent? Je sais pas, je vais faire attention avec la mienne, mais comment c'est un coup de sang sanctionné un peu, c'est sûr, de façon un peu rapide par l'arbitre.
Après, il est devenu rouge de colère. Malheureusement, je pense que récidiviste, ça va être encore 3 matchs au moins, je pense. Après, sans être Madame Irma, mais ça va évidemment un peu manquer, même si Julien Lachuer sur le banc et Bruno Grougy font le taf et que il arrive à donner ses consignes, mais c'est quand même pas pareil. Puis ça prouve surtout, je trouve, un coach un peu exaspéré, un peu, je vais pas dire sans solution, c'est beaucoup trop tôt, mais un coach moins serein quand même que la saison dernière, parce que l'équipe est moins sereine. Après, j'espère me tromper très rapidement. David ? Il est énervé par l'arbitrage français depuis quelque temps, il l'a déjà dit. Puis je pense qu'il a demandé pourquoi il était sanctionné, parce qu'il n'a pas eu d'explication. Et c'est aussi ça qui l'embête, de savoir qu'on ne donne pas d'explication. Après, en effet, peut-être a-t-il eu des mots, moi je ne sais pas. Et... Ouais, lui promet en tout cas qu'il n'y a pas eu d'autres mots. Et il a été interrogé en conférence de presse là-dessus et il dit que non, c'est que la casquette. Après, l'arbitrage français, comme dit David, Eric Roy, ça fait un moment qu'il est un peu exaspéré par certaines décisions. L'année dernière, déjà, c'était à Monaco. Bon, là, il y avait eu des grossières erreurs d'arbitrage, un but annulé, un penalty non sifflé. Et c'était en conférence de presse qu'il avait allumé l'arbitre et il avait été suspendu aussi. Donc ouais, c'est pas tout nouveau non plus. Allez, après la grimace monégasque, messieurs, on file en Catalogne. Vamos, chicos. Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Coupe d'Europe. 100% TISEF, toute l'actu du Stade brestois. Affronter le FC Barcelone, c'est sans doute le plus grand défi de l'histoire du Stade brestois. Et ce sera aussi le plus grand parquage. Près de 3000 supporters seront là. Plus de 5000 seront au Parc Expo de Brest, dans la fan zone et encore plus devant leur télévision, dont un illustre ancien 4e joueur le plus capé du club avec près de 250 matchs entre 2005 et 2012. Bonjour Steve Elana. Bonjour à tous. Avant de parler avec toi du match à Barcelone, comment vas-tu ? Que fais-tu depuis la fin de ta carrière à Martigues il y a 4 ans ? Ça va bien. Je suis rentré un petit peu dans mon sud et j'ai monté ma petite boîte et puis en même temps je continue encore à jouer un petit peu. J'entraîne aussi une équipe de féminines en U18. Ma vie tourne encore un petit peu autour du foot parce que j'en ai encore besoin mais tout va bien. Est-ce que tu as encore des petits contacts avec le Finistère et le Stade brestois ? Avec le Finistère toujours, je pense que ça ce sera à vie et avec le Stade brestois bien évidemment parce que j'ai encore des amis proches au sein du staff notamment. Oui, non, je suis toujours en lien avec le 29. Steve, il y a une personne que tu connais très bien qui a une question pour toi. Salut 100% TISEF, c'est Nolan Roux. Bonsoir à tout le monde. J'ai une petite question pour mon ancien coéquipier et mon ami Steve Elana. J'espère que ça va bien. Une petite question, je voulais savoir, c'était quoi tes meilleurs moments de ta carrière ou les meilleurs moments qu'on a vécu tous les deux, soit à Brest, soit à Lille. Steve, avant que tu ne répondes, on annonce à nos auditeurs que Nolan Roux sera notre invité avant le match contre le PSV Eindhoven dans 2 semaines. Alors, quels sont tes meilleurs souvenirs, Steve ? Alors déjà, là, j'en ai un pas bon, là. Parce que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Et il m'a pas dit ça. Donc déjà, il me fait des cachotteries. Déjà, là, ouais. Et pour lui répondre, mes meilleurs moments sont au Stade brestois parce que l'histoire a été belle entre nous tous. Et les meilleurs moments qu'on a passés ensemble, c'est outre la montée, c'est tout au long de la saison qu'on a vécu en Ligue 1, quoi. C'est 2-3 ans là où on a vécu aussi nous un petit rêve éveillé et puis où des anecdotes, il y en a eu tellement sur ces années-là que mes meilleurs moments sont là. Ça c'est certain. Entre 2009 et 2012, c'est mon départ. Ouais. Avec Steve, une place de leader à un moment de Ligue 1, on s'en rappelle bien. Ouais, pendant 3 semaines. Ouais. En fait, ça a été une période où même par rapport à certains amis, j'ai l'impression que certaines personnes ne savaient pas où placer Brest sur la carte de France. Et avec tous les événements qui ont touché Brest cette année-là, on a eu la Miss France aussi. Donc, toutes ces choses-là ont fait qu'on a beaucoup parlé de Brest sur cette période-là et c'était très plaisant. Ouais. Et encore plus aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de voir les TISEF se déplacer à Barcelone en Ligue des Champions en étant en plus dans le wagon de tête ? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Alors, j'ai pas de mots, mais en même temps, ça m'a déjà fait tellement plaisir qu'ils se qualifient et qu'ils fassent le championnat qu'ils ont fait la saison dernière. Dans un premier temps, avec des matchs à rebondissement, des matchs fous. J'en avais parlé en plus d'ailleurs avec Lilian Brassier, puisque maintenant il est venu vers chez moi un petit peu, Lilian. Donc, on avait échangé un petit peu sur ça.
Et puis de les voir cette année, de voir les matchs, puis de voir qu'ils viennent jouer leur jeu un petit peu sans prise de tête, quoi. Ils viennent imposer leur jeu, ils viennent marquer des buts. Il y a des matchs en plus qui sont super intéressants, des matchs qui sont très intenses. Moi, je prends énormément de plaisir à les regarder jouer, à les voir évoluer. Et puis ils ont eu un recrutement aussi qui a été intelligent avec des joueurs qui sont impactants par rapport à leur jeu. Donc et puis là, Barcelone, ça va être un match inoubliable déjà pour eux sur le terrain. Et puis c'est un gros match de Ligue des Champions, quoi. Donc très très excité à l'idée de voir le match. Ouais. Allez, focus justement sur ce match, Steve. Les Tisef sans Pierre Lesmelou, mais avec quelques revenants, Laurent. Alexis qui était à l'entraînement hier a vu que Massadio Aïdara, qui n'était pas du déplacement à Monaco, était à l'entraînement. Donc on espère qu'il puisse tenir sa place de latéral, comme on disait, parce que malheureusement Jordan Mavi en ce moment fait pas le boulot. Romain Fèvre qui était absent et Soumaïla Koulibaly aussi était de retour à l'entraînement. Alors c'est lui qui est titulaire à chaque match de Ligue des Champions, donc on imagine que s'il va mieux, il sera titularisé. En plus, il a battu Barcelone avec le Royal Antwerp. Il a cette expérience-là, malgré son jeune âge. Il a battu Barcelone en Ligue des Champions, donc voilà, faut prendre tous les atouts qui sont de son côté si jamais Eric Roy peut le titulariser. Ouais. Et on va justement se poser la question des titularisations du 11 de départ. À Monaco, les cadres Chardonnay, Del Castillo et Magnetti notamment ont déçu. Steve Elana, il se passe quoi dans la tête d'un joueur important dans un groupe comme tu l'as été quand il rate un match et qu'il faut très vite enchaîner? Il n'y a pas mieux. Hein. On dit souvent qu'il n'y a pas mieux, justement. Et puis après, là, entre le championnat, la Coupe d'Europe, c'est aussi quelque chose qui est quand même particulier, où il y a une préparation qui est particulière, parce que là, réellement, en tant que joueur, un match comme ça, c'est un match qu'on va garder en tête à vie, en fait. Ne serait-ce que de par le stade, il le mérite, hein. Mais vraiment, c'est quelque chose de très particulier. Donc, et c'est ce qu'on voit depuis le début de saison, puisque mine de rien, en Ligue des Champions, il n'y a que des bons résultats. En championnat, c'est un peu plus compliqué, parce que la dimension mentale qui entoure cette compétition est telle que c'est pas évident. Mais je suis pas inquiet pour le match de Coupe d'Europe. Même si ça reste Barcelone, je sais qu'ils vont jouer leur jeu, quoi. Hein, donc, je suis pas trop inquiet. Toi, d'ailleurs, tu as disputé quelques matchs de Ligue des Champions avec le LOSC. Quand on a l'habitude de la Ligue 2 puis de la Ligue 1, il se passe quoi dans la tête des joueurs? En plus, là, ils vont à Barcelone. Quel que soit le match, il y a déjà une grosse émotion lorsqu'on rentre dans le vestiaire, de voir son maillot floqué avec le logo de la Ligue des Champions. C'est déjà quelque chose d'incroyable. Après, le moment vraiment qui prend au tripes, c'est bien évidemment la musique d'entrée, quoi. Steve, toi, tu as enchaîné aussi entre championnat et des champions. Tu as connu ces périodes où tu dois jouer tous les 3 jours. Est-ce que ça peut expliquer aussi qu'il y a un coup de moins bien en championnat? Ça peut l'expliquer, parce que mine de rien, c'est quand même répéter des matchs à haute intensité, avec un jeu qui peut pomper de l'énergie aussi, parce que le Stade Brestois, il a aujourd'hui un ADN sur le terrain, donc ça demande beaucoup d'efforts, et cette répétition d'efforts, souvent s'accompagne d'un effectif un peu plus fourni, de joueurs justement qui ont l'expérience de ces matchs-là, ou des expériences internationales. Mais Brest compense par cet enthousiasme des néophytes. Donc moi, je suis confiant, même s'il va y avoir une période difficile, mais la saison, elle est encore longue. Là, on rentre dans une période qui n'est pas non plus évidente, des températures hivernales et des potentielles blessures. Donc entre guillemets, ils sont plutôt épargnés. Je leur souhaite que cela reste ainsi. Et puis après, sur le terrain, j'ai toute confiance en eux pour trouver les clés pour s'en sortir. C'est tellement beau de vivre ça que derrière, j'espère que ça va donner encore plus de force aux joueurs dans une deuxième partie de saison, prendre des points, quoi. C'est ce qui peut leur manquer aujourd'hui, mais le fond est là. Justement, on se demande quels joueurs vont être sur la pelouse. Est-ce que les Chardonnay, Magnetti et Del Castillo seront pénalisés à Barcelone, David? Pénalisé, non. Voilà, on n'est jamais, c'est pas si qu'on va l'apprendre, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais match. Ça peut arriver. Brandal, il montre régulièrement ce qu'il fait. Hugo aussi. Romain Del Castillo, en ce moment, est un peu moins bien. Mais c'est un joueur avec lequel Eric Roy a beaucoup d'exigences, parce que c'est un excellent joueur. Voilà, c'est parce qu'il a de la qualité qu'Eric Roy est exigeant avec lui. Donc, oui, peut-être que Romain Del Castillo, lui, peut peut-être le payer, puisque Doumbia a fait une excellente entrée. Mais voilà, aujourd'hui, s'il l'a sorti à la mi-temps, s'il est exigeant avec Romain Del Castillo, c'est d'abord parce qu'il sait le potentiel du joueur. Il peut faire mieux, il en a la capacité. Justement, Doumbia, tu en parles, il est rentré en cours de match sous les yeux d'Alexis à Monaco. Il n'a toujours pas marqué cette saison, mais il s'est régalé en sélection récemment. 2 matchs et 2 buts avec le Mali. Alexis, pour toi, il a sa place là à Barcelone?
En titulaire, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il a fait une super entrée. C'est lui il a remplacé Romain Del Castillo à la mi-temps. Un peu une sortie un peu sanction pour Del Castillo. Eric Roy était assez énervé en conférence de presse. Il estime que notamment dans les tâches défensives, Del Castillo il a pas assez donné. Et il a lancé Doumbia qui sortait d'une semaine un peu rêvée en sélection, alors que depuis le début de la saison c'est un peu compliqué en club. Est-ce que c'est le déclic? En tout cas, voilà, il a montré ce qu'il avait commencé à montrer la saison dernière, une capacité à jouer entre les lignes, à garder le ballon, à créer le danger en fait autour de la surface adverse. Donc, est-ce que Eric Roy va compter sur lui pour essayer d'avoir un petit peu le ballon à Barcelone et monter le bloc, ou est-ce que il peut l'utiliser en atout aussi en rentrant? Je sais pas, les gars auront plus d'éléments après la conf ce soir, mais en tout cas c'est sûr que Eric Roy a entretenu un peu le flou après le match contre Monaco en disant que il a l'habitude souvent de se projeter sur des compositions à 2-3 matchs d'avance, et là la prestation de Monaco il a dit que ça allait l'amener à réfléchir sur son 11. Donc est-ce que c'était sur le coup de la colère, de l'émotion, je sais pas, mais l'option Doumbia en tout cas existe a priori après ce match. Moi, je pense que, évidemment, comme dit Alexis, les cartes sont certainement un petit peu rebattues par le match de Monaco. Comme je disais tout à l'heure, je reste persuadé que le match, dans l'esprit d'Éric Roy, le match le plus important de la semaine, c'est, sans galvauder absolument pas ce rendez-vous un peu culte et historique pour Brest, le match le plus important de la semaine, c'est Strasbourg, évidemment, samedi. Donc après, ça répond pas à la question de savoir si on lancera Doumbia. Il a été très bon, alors que Monaco a un impact physique, et c'est souvent ce qui est reproché aux jeunes Maliens, avec des joueurs moins physiques mais qui tiennent le ballon comme Barcelone. Est-ce il peut avoir sa place? Franchement, j'avoue être un petit peu dans le flou de ce que peut faire Eric Roy. Est-ce qu'il va rester sur quelque chose de très classique, ou est-ce qu'il va tenter un coup? Je sais pas. Ouais, à l'image de Prague où il avait surpris tout le monde avec sa composition là en sorte de 4-4 de losange. Donc c'est difficile, comme dit Laurent, de se projeter un peu sur cette compo. Prague, tu peux te dire qu'il y avait des points faciles entre guillemets à prendre. Ici à Barcelone, tenter un coup, oui, après pourquoi pas tenter un coup, mais il n'y a pas 50 000 options. Est-ce qu'il y a besoin de prendre des points, ou alors de dire au cadre, maintenant face à leurs responsabilités, tenter l'exploit lors de ce rendez-vous historique aussi. C'est aussi un bon moyen de relancer des cadres un petit peu dans le dur. Bon, lui c'est sûr, il sera là, c'est le premier nom d'ailleurs qu'Éric Roy coche quand il fait son 11. J'ai nommé Marco Bizotte. Je suis amoureux quand j'entends sa voix, je suis fan d'Éric Roy. 100% TISEF, toute l'actu du Stade brestois. Steve Elana, on profite de t'avoir pour s'arrêter un peu sur les prestations du gardien néerlandais. Avant, on a demandé aux auditeurs ce qu'ils pensaient de lui sur Facebook, quel était son niveau en Ligue 1. 50% ont répondu qu'il est niveau top 3, certainement derrière Chevalier et Brissamba, ou alors Donnarumma. 31% ont répondu top 5 de Ligue 1. Et une minorité pense que c'est même le meilleur gardien. 6% d'entre vous pensez que c'est le meilleur gardien de la Ligue 1. Et toi, Steve, qu'est-ce que t'en penses? Que penses-tu de Marco Bizotte? C'est un très bon gardien qui, à mesure des années, prend de plus en plus de place dans ce championnat par rapport aux autres gardiens. Il est par moments un peu... comment dire, lorsque je le regarde jouer, je ne m'ennuie pas, parce que il peut allier des choses qui sont très académiques, à du moins académiques, mais il reste quand même sur l'efficacité. Et puis c'est quelqu'un qui dégage une force et une exigence. Donc moi j'aime beaucoup ce que je vois. Si on parle de top, le top 5 de Ligue 1, oui, pourquoi pas. On a la chance d'avoir un championnat avec de très bons gardiens. Après, c'est vrai que sur la forme, on va dire, de ces derniers temps, oui, moi, le top 5 m'a l'air plutôt mérité. Ouais. Bon, toi, Steve, t'as pas été seulement top 5, t'as été élu meilleur gardien de Ligue 1 en 2012, hein, selon France Football, on s'en souvient. David, tu le places où, Marco Bizotte, dans le microcosme Ligue 1? Il est excellent sur sa ligne, il a une très bonne relance au pied. C'est peut-être dans les sorties aériennes où il est peut-être un peu en ton dessous de 2-3 autres, mais à Brest, il en a sauvé combien de situations? C'est assez improbable, hein, quand même. Il a un taux de réussite avec Brest assez impressionnant. C'est là qu'on voit les grands gardiens, ce sont les gardiens qui rapportent des points, en fait, Alexis. Ouais, l'année dernière, lui, il en a rapporté pas mal, hein. On se souvient de matchs un peu... Il y avait justement des premières mi-temps qui pouvaient être un peu compliquées. Il sortait des gros matchs. Donc c'est sûr que l'année dernière, ça a été un des grands artisans de la saison historique de Brest. On en sait un peu plus d'ailleurs son impact dans le groupe. Est-ce qu'il parle correctement français? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la vie du groupe? Il
parle très bien français. Il ne veut pas forcément le faire parce qu'il aime bien se faire bien comprendre. Mais il comprend absolument tout. Il a fait énormément d'efforts pour s'intégrer. Il est intégré localement. Il aime beaucoup Brest aussi par le regard que portent les gens sur les joueurs ici. Et il y a un mélange d'affect, de bienveillance, voilà. Et c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comme disait David, ça relance la précision de son pied en relance. Et d'ailleurs, le Stade Brestois a diffusé une vidéo cette semaine sur son compte X ou Twitter, comme on veut, et où il est passeur décisif. Et alors, c'est assez rare, mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce gardien. Comme disait Steve, on s'ennuie pas à le regarder. Et moi, je me rappelle aussi, il est décisif et c'est à Salzbourg où il est ultra important, où au moment où Brest prend l'eau, il fait des arrêts décisifs et après, le match tourne et c'est pour ça que Brest en est là en Ligue des Champions. C'est un super gardien. Il est hyper important dans cet effectif. Et bon, Marco Bizot, il aura a priori beaucoup de travail face aux Lewandowski, Olmo et autres Rafinha. D'ailleurs, on entend souvent des gardiens dire qu'ils se sentent mieux quand ils sont sollicités. Est-ce que c'était ton cas, Steve ? Je pense que c'est le cas de quasiment tous les gardiens. Hein. De toute façon, des matchs. Après, ça dépend du gardien aussi et ça dépend de son approche mentale par rapport à ça. Mais oui, c'est sûr qu'avoir un match où très vite on sort de l'échauffement, où on a touché des ballons et très vite on a un ballon à jouer, 2 ou 3 ou 4, ça met dedans. Plutôt que des matchs qui sont plutôt fermés, où il n'y a pas trop d'intensité, où je vais pas dire que c'est un peu plus compliqué, mais pour les gardiens, il y a des matchs à la con. On appelle des matchs à la con, c'est vrai, mais ce sont des matchs où on touche pas énormément de ballons avec les mains, on n'a pas de. Et puis, il y a le ballon à la con qui arrive, et puis ça se transforme après en match à la con parce que les choses se goupillent mal. Donc, si on parle de Barcelone, oui, il y a l'impact de l'environnement qui fait que voilà. Et puis, on joue contre des joueurs où on sait que ça peut arriver à tout moment, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, avec des joueurs qui ont une précision folle. Après, c'est comment on va se sentir par rapport à nos coéquipiers. Est-ce qu'ils vont nous entendre, pas nous entendre? Est-ce que certains vont être un petit peu en dedans, pas en dedans? Enfin, le rôle du gardien, voilà, on essaye par moment, lorsqu'on ne touche pas de ballon, de rester actif mentalement en essayant d'encore plus communiquer et plus être présent vis-à-vis des autres pour qu'ils sachent qu'on est là quand même. Des fois, quand on s'attend justement beaucoup à être sollicité et à avoir du boulot de partout, au final, quand on n'a pas tant de boulot de ça, on est un petit peu frustré. Ouais. Et tu parlais du contexte, Steve. C'est une question qui me vient souvent. Vous, les gardiens, vous entendez évidemment ce qui se passe derrière vous en tribune? Vous arrivez à vous mettre dans une sorte de bulle? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas de problème sur la bulle, surtout dans un stade comme celui-là. On entend la masse surtout. Et la masse de bruit qu'on entend quand on est en bas, c'est compliqué de se faire entendre. Il y a des matchs où on sort sans voix, hein, de toute façon, hein, selon les stades et selon les ambiances, parce que se faire entendre, c'est primordial. Et souvent, on a l'impression un peu de parler dans le vide, quoi. Dernière question sur les faits de jeu, Steve. Moi, c'est un truc sur les pénaltys, je me demande. On voit beaucoup de joueurs comme Lewandowski à Barcelone qui marquent une ou deux pauses dans leur course d'élan. Neymar, c'est le meilleur d'ailleurs là-dessus. Il arrive quasi toujours à prendre les gardiens à contre-pied. Ça doit être super énervant, non? Moi, je suis pas un spécialiste. Hein. Alors là, c'est vraiment les pénaltys. Je suis pas du tout un spécialiste, mais je pense que mentalement, il faut prendre vraiment un gros recul par rapport à ces joueurs-là. Et en fait, il faut jouer. C'est un jeu, en fait. Hein. C'est un jeu psychologique. Après, un penalty pour nous gardiens, c'est toujours un exploit de le sortir, hein, quoi qu'il en soit. Donc, en tout cas, pour moi, il faut l'aborder comme ça. Et Steve, j'imagine que tu as eu, pour parler de Barcelone, tu as eu Julien ou Bruno un petit peu ces temps-ci Non, en fait, c'est très dur hein, quand ils sont dans des rushs comme ça. J'ai échangé rapidement avec Julien pour son anniversaire, mais depuis, je l'ai pas eu. Et non, mais je sais qu'ils sont dans le rush, les mecs. Donc non, je les appelle pas. Ce sont des périodes, moi, où je les laisse tranquilles et je suis plus... on se contacte quand le rythme se calme un peu. J'ai eu Greg. Greg, je l'ai eu la semaine dernière, je crois. Parce que justement, on évoquait le fait que je monte à Brest pour voir un match de Ligue des Champions cette année. Chose que j'espère faire d'ici la fin de la campagne. Donc ouais, non, je les ai quand même une fois de temps en temps, mais sur les matchs comme ça, et puis dans les périodes de rush, je les laisse tranquilles. Là, c'est une grosse période de rush, donc le FC Barcelone. Laurent, comment ils vont les Catalans en ce moment? Ils vont plutôt pas mal. Hein. C'est franchement, comme on dit ici à Barcelone, les gens sont heureux parce que c'est un public très très exigeant avec cette équipe et les gens sont heureux de retourner au stade, de voir ce Barcelone qui
qui joue bien. Évidemment, ce week-end, il y a eu un petit accro. Ils menaient 2-0 contre le Celta Vigo. Ils se sont fait. Le Celta est revenu au score avec des fautes défensives, dont une faute défensive de Jules Koundé, l'international français. Mais autrement, c'est une équipe qui va très bien. Le baromètre de ça, c'est la tôle qu'ils ont mis au Real lors du Classico. Et je voudrais dire aussi en Ligue des Champions, ils ont battu le Bayern. Alors ils ont perdu contre Monaco, qui prouve donc que c'est une équipe très forte pour Brest, donc c'est un peu rassurant, mais c'est une équipe qui va bien. Hansi Flick, l'entraîneur, fait confiance à des jeunes joueurs, des très jeunes joueurs formés au club. Alors ça honore la fierté catalane. Et ils sont un peu Yamal dépendants, et c'est bien pour Brest parce que Lamine Yamal est off, forfait pour ce match, toujours blessé. Au niveau des gardiens, Steve, Ter Stegen est absent. Est-ce que tu connais Iñaki Peña, le remplaçant, qui est aussi un jeune gardien formé à Barcelone? Je l'ai vu évoluer sur les quelques matchs qu'il a disputés ces dernières années. Franchement, c'est pas mal, et c'est un mec qui est plutôt dans l'efficacité, et c'est pas un gardien fantasque, on va dire. C'est un bon complément de Ter Stegen, et qui a fait des matchs cohérents et qui a fait de gros matchs. D'ailleurs, le Classico de l'année dernière aussi, il me semble qu'il avait fait il y a 2 ans. Donc non, c'est un mec. C'est pas un mec qui est à son coup d'essai, quoi. Donc. Et cette équipe-là, elle te séduit, Steve? Est-ce qu'on a le sentiment de revoir petit à petit une forme de grand Barcelone, une équipe capable d'aller dans le dernier carré en finale de Ligue des Champions? Comment tu la sens? Non, moi je vois une belle équipe. Je vois de jeunes joueurs qui sont plutôt intéressants, et il y a vraiment du haut niveau, ça c'est clair. Après, ils sont entourés par des joueurs. Un Lewandowski, moi je suis gardien, je joue Lewandowski, je suis le plus heureux du monde. Jouer des joueurs comme ça, il faut se rendre compte de ce qu'est ce mec, quoi, en fait, comme attaquant. C'est une des références au poste. Donc ça, avec en plus la fougue un petit peu des plus jeunes. Alors c'est vrai que l'absence de Lamine Yamal, c'est une bonne nouvelle pour le côté gauche de la défense. Faut pas être pressé. Il faudra pas être frustré, parce que la possession, elle sera certainement pour eux. Il va falloir être en mesure de jouer les coups qu'il y aura à jouer, mais il faut vraiment pas se frustrer de pas avoir le ballon, parce que là c'est une vraie équipe de ballon qui gère bien les espaces. Moi, c'est l'équipe que j'aime beaucoup voir jouer. Ouais. Est-ce que ça va se traduire dans le résultat final? Tradition de 100% TISEF, on finit par les pronos. Les invités d'abord, donc. Steve et Lana, quel sera le score final de ce Barça-Brest selon toi? Oh là là, c'est traître ça de faire ça, là. Bah bien sûr. Après, en plus, tu me fais commencer. Ah bah évidemment. Moi, je vais être TISEF jusqu'au bout. Je vois un match nul. Ouais, magnifique. Et Ce serait magnifique. Ouais. Alexis, c'est notre chat blanc ici en Ligue des Champions. Il est revenu de Salzbourg et de Prague avec des victoires. Non, pas de Monaco par contre. Alexis, tu vois quoi? Contre Leverkusen, j'avais été pessimiste, et ils prennent un point, donc je vais rester pessimiste pour leur porter bonheur. Et je vais dire, ça me paraît compliqué, je vais dire une victoire de Barcelone, 3-1 avec un but brestois, mais ça me paraît compliqué, mais j'espère me tromper. Toi aussi, tu avais vu juste à Prague, David, tu vois quoi? Je trouve fantastique ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui, mais là, je pense que la marche est trop haute, quoi. Donc, je demande qu'à me tromper. Je donne pas score parce que je crains que ce soit compliqué. Laurent, toi, tu avais été le plus frileux avant Prague en présidant un match nul. Tu nous annonces quoi cette fois? Alors, tout le monde annonce une démontada pour le bon jeu de mots, mais moi je vais comme Steve, j'ai envie d'être optimiste. Je dis un 2-2, un match complètement fou où Brest est mené et revient avec ses cadres flamboyants, un but d'Abdallah Sima même. Tu vois, je vais loin là dans la cote. T'avais prévu le nul à Leverkusen. Ouais, des fois je me trompe pas. Je prends pas que des taux à l'extérieur. On vous a posé la question, chers supporters du Stade brestois sur Facebook. Noël Barazer, lui, voit une démontada 4-1 du Barça avec un but de Lewandowski, un autre d'Olmo et un doublé de Rafinha, l'ancien Rennais, ça va plaire à Laurent, et un but d'Abdallah Sima, tiens, pour sauver l'honneur. Moi, je vois également une défaite pas du Barça, non, malheureusement, du Stade brestois. Allez, 100% TISEF, épisode 5, c'est fini. Grand merci, Steve et Lana, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Ce fut un bon moment et c'est toujours un plaisir. Donc merci à vous. On se retrouvera peut-être à Guingamp si tu es invité par le Stade brestois pour un match de Ligue des Champions. Je reste optimiste. Ouais. La cote est un peu plus basse là. Oui, il y a des chances que je sois là. Laurent, David, bonne balade catalane. Avec Alexis, on sera devant notre télévision comme beaucoup de Brestois. On rêve tous d'un exploit.
Quoi qu'il arrive, on en reparlera dès lundi prochain parce que 100% ISEF devient hebdomadaire. On se retrouvera donc tous les lundis. On débriefera ce choc, mais aussi la réception de Strasbourg samedi. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. Bonne semaine et bon match!